on va le dire. Je sais pas ce que tu veux dire. Je sais pas non plus. On s'est rencontrés comment? Ah. On s'est rencontrés. Elle m'a endormi. À l'horizontale, je l'ai vue. Pour de vrai. C'était bien parti. A priori, chez Forever, ils réveillent les gens, mais toi, tu m'as endormi. Ouais, j'endormais, j'étais infirmière. C'est fini, c'était avant. J'étais infirmière anesthésiste. Hein. C'est un beau métier que j'ai fait pendant 27 ans. Et puis l'année dernière, il manquait un anesthésiste et ils m'ont appelé pour dépanner. Et puis je pense que tu es le dernier patient que j'ai endormi. Oh. Ouais. Et que j'ai réveillé, t'as eu la chance. Mais il y avait déjà beaucoup d'émotions entre nous parce qu'on a eu le temps, notre chirurgien était en retard et on a eu le temps de vachement échanger. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à pouvoir se dire. Et tu m'as appris énormément. Alors bien sûr, aujourd'hui, tu t'occupes de moi en tant que fiscaliste, etc. Ouais, c'est vraiment génial, mais tu es partenaire d'affaires. Et tu as un parcours absolument incroyable. Je t'admire énormément. Beaucoup de gens t'admirent et tu vas te présenter tout seul, je te laisse. Parce que ce qu'il va vous dire, c'est poignant. Bonjour. Première applaudissement. Parce qu'elle a réussi à me convaincre à être là aujourd'hui, parce que j'ai un peu de pudeur par rapport à tout ce que j'ai vécu, même si je suis en vie parce que justement je suis un peu sorti du système. Si vous voyez des similitudes avec le MLN, c'est pas fait exprès, mais c'est la vérité. Alors évidemment, parce qu'elle m'a endormi, je suis allé faire une coloscopie pour les suites de 3 cancers que j'ai eus. Donc je vais vous la faire simple, j'ai eu un premier cancer en 2003 avec une tumeur de 10 cm. Ça a été une opération très compliquée, j'ai eu de la chimio, des rayons, opérations, bref, il y a pas mal de gens malheureusement qui passent par là aujourd'hui. Je m'en suis sorti, j'avais 2 enfants en bas âge et je voulais pas leur faire le coup de mon père qui est mort quand j'avais 9 ans. Je me rappelle bien parce que j'en ai beaucoup souffert. Et donc, quand j'ai regardé mes filles qui sont venues à l'hôpital, j'ai dit non, je ne vais pas partir. Et puis j'ai commencé à changer un petit peu la façon de me parler à l'intérieur parce que très souvent on se parle de façon négative. Et quand on dit je ne veux pas mourir, malheureusement, le mot qu'on entend c'est mourir. Donc j'ai commencé à me dire que j'allais vivre. Et puis j'ai vécu comme ça pendant 10 ans, je me suis occupé de mes filles, j'ai fait des priorités, j'avais la chance d'être indépendant comme ce que vous faites aujourd'hui, parce que j'étais indépendant, je bossais pour moi, et du coup ça me laissait pas mal de temps pour mes enfants. Et puis j'ai vécu une période de stress chronique, et on va voir tout à l'heure pourquoi le stress ça peut provoquer des cancers, parce que souvent on sait tous intuitivement que le cancer, quand on a des grosses périodes de stress, on a des maladies, mais comment ça vient? Les médecins ils savent, ils vous disent que le stress maintenant ils commencent à le reconnaître, ça peut provoquer des problèmes, mais comment ça arrive? Donc du coup, j'ai fait ma vie comme ça, et puis en 2013, en juin 2013, j'ai eu un ulcère, j'ai fait un examen, et puis on m'a dit, vous inquiétez pas, l'ulcère du duodénum, ça dégénère jamais en cancer. Ça, c'est les dogmes médicaux. Ben évidemment, moi je les ai crus, hein, j'avais pas de problème avec ça. 6 mois après, je suis allé voir le chirurgien qui m'avait opéré en 2003 pour le remercier, parce que dans mon cas, la chirurgie, c'était quand même 80% de la guérison, donc c'était pas rien. Dans ces cas-là, il vaut mieux être dans les meilleures mains. C'était mon cas. Le problème, c'est que il m'a dit que j'étais guéri, et je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, il y a un truc qui collait pas. J'ai fait des examens 2 mois après, je suis revenu le voir en lui disant, j'ai une tumeur au duodénum. Et là, on m'a dit, vous allez peut-être mourir pendant l'opération. C'est compliqué. Il faut couper le pancréas. Le vôtre a rien, c'est encore plus chiant. Et évidemment, quand vous êtes comme ça, vous dites, mais merde, il va couper le pancréas, il a rien. C'est quand même un peu con qu'on ne sache pas faire autrement, mais bon. Moi, j'étais dans le combat, j'ai dit non, je ne vais pas partir, c'est pas le moment. Je me suis préparé à l'opération, je ne vous dis pas que ça a été facile, on passe des moments compliqués. Mais j'ai fait beaucoup d'hypnose, beaucoup de PNL, beaucoup de développement personnel, et tout ce que j'avais fait avant, tout ce que vous entendez chez Forever, ça impacte votre vie de tous les jours, si évidemment on met en pratique. Tout le monde vous parle de mettre en pratique ça, mais moi je l'ai fait parce que là c'était ma survie qui était en jeu, donc il y a des fois on n'a pas le choix. Donc l'opération s'est bien passée, je devais aller en réanimation, j'y suis pas allé. Bref, je m'en suis sorti, pas de chimio, mais j'avais pas d'inquiétude sur la chimio parce que je pense qu'on l'avait pris à temps. Et puis, je reçois un mail d'une chirurgienne, 8 mois après, qui me dit « Monsieur Renard, je suis désolé, je ne vous ai pas donné de mes nouvelles, j'ai été accablé par le déménagement, les papiers, etc. » Et j'ai été très touché par notre rencontre, j'y pense souvent, j'essaye de suivre votre exemple,
vous êtes un battant, et puis tout simplement soyez heureux. Je sens cette fille pas très bien, vous savez, dans la vie, les intuitions, les synchronicités, je demande un examen. J'étais guéri, on me trouve un cancer du côlon. Donc là, ouf, j'étais un peu sidéré. Vous imaginez que là, moi qui croyais que je m'en étais sorti une deuxième fois, je remets ça. La vérité, c'est que bien sûr, il était là 8 mois avant, mais comme on n'a pas fait de coloscopie, on ne l'a pas vu. J'ai commencé à en vouloir à tout le monde. Et puis voilà, puis après j'ai compris qu'en vouloir aux gens, ça servait à rien. La colère, ça vous détruit, vous, pas les autres. Donc du coup, j'ai commencé à me prendre en charge. Bon, j'ai été opéré, on m'a dit que ça allait être du sport, je m'en suis sorti. Et puis voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Et surtout, après ça, bien sûr, j'ai commencé la chimio. Et puis un jour, j'ai dit au cancérologue, j'arrête la chimio parce que c'est pas ça qui va me guérir, ça est plutôt en train de me détruire. Et donc il m'a dit, ok, on va vous donner la chimio orale. J'ai dit non, non c'est non. Maintenant je me fais confiance. Et puis c'est le moment ou jamais, hein, on fait des trucs extraordinaires dans la vie, donc moi j'ai fait des trucs plein, vraiment dingues. Voilà, donc j'ai dit à mes filles, écoutez, je vais m'en sortir. Et la veille de rencontrer Pascal, ma fille est rentrée à la maison, la grande, elle a fait un tatouage ici, elle m'a montré, sa maman est d'origine serbe, et donc elle me montre ça, elle me dit, regarde papa, bah, c'est quoi? Bah, c'est un tatouage. Bah, ça veut dire quoi? Bah, c'est du serbe. Oui, mais moi je suis pas serbe. Et bah, ça veut dire combat. C'est pour toi, papa. Et ça, c'était vraiment un beau cadeau parce que je m'y attendais vraiment pas du tout. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de comment j'ai été amené à étudier un peu ce qui se passait dans notre corps. J'espère que je vais pas être trop long parce que c'est pas une matière facile, on est un peu timé, donc je suis désolé. Hein. On te surveille, t'inquiète. Ouais. On t'indiquera, on t'indiquera. À droite. T'as encore 5 minutes, ça. J'ai encore combien de temps? 5 minutes, non. Non. Oh, tu m'arrêtes, hein, c'est bon. Donc, Attention. en fait, je suis parti de l'intuition que toutes les méthodes alternatives qui existent pour soigner diverses maladies avaient forcément tout un point commun. Et donc, j'ai cherché, évidemment, je me suis fait peur, hein, forcément, je me suis fait peur, c'était plus facile tous les jours. Par contre, après ces événements-là, je m'étais remis au sport, ça c'est pour titiller, parce que j'y allais tous les jours, à 2 heures, je rentrais fatigué, mais c'était pas grave. C'est important quand même de aussi pouvoir fabriquer l'ocytocine et les endorphines dont vous parliez tout à l'heure. Donc là, on a le tableau de Mendeleïev, donc je suis remonté à l'origine, en fait, alors évidemment, c'est pas moi qui ai fait ce travail, je suis tombé sur un géologue qui est juste un génie, qui a étudié la chimie du corps humain pendant 15 ans. Et il faut savoir que la géologie, c'est la mère de toutes les sciences. Et donc, on entend parler d'enzymes, de protéines, de vitamines, de glycides, etc. Mais au final, on s'y perd, même dans les oligo-éléments, qui sont finalement que des éléments à l'état de trace dans votre corps, mais qui sont super importants. Ce sont des métaux pour la plupart. Et donc, pourquoi je vous ai dit ça? Parce que on va parler beaucoup du calcium. Parce que le calcium, voilà, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, des chercheurs l'impliquent carrément dans les cancers chez l'enfant. Le calcium et les désordres de calcium sont la clé de tout, de toutes les maladies chroniques, que ce soit la sclérose en plaques, le cancer, etc., etc. Toutes les maladies chroniques ont un lien avec un désordre de calcium. Alors le calcium, c'est quoi? Vous regardez le tableau de Mendeleïev. Bon, je ne le vois pas, mais il doit être par ici. Vous avez ici le bateau, ce qu'on appelle le bateau de la vie. Alors c'est le tableau simplifié. Donc, vous avez les métaux et les non-métaux. Donc la vie, c'est métal ou non-métal. Et le calcium, c'est un métal, tout ce qui est bleu foncé, c'est alcalin. Et le calcium, c'est un métal alcalin, il est pur. Quand il est pur, il est corrosif. C'est pour ça qu'on ne trouve pas corrosif dans la nature. Et dans votre corps ou dans les molécules, il est toujours associé au soufre, qui lui est un non-métal acide. Donc, les non-métaux. Pardon, je regarde mes notes. Les non-métaux sont l'essentiel de la matière vivante. Et ils sont principalement acides. Les métaux, ils sont l'essentiel de la matière inerte. Ce sont les roches, les cailloux. Et il y a certains métaux qui sont dits alcalins, comme le calcium. Quand ils sont mis à l'eau, ça forme des bases. Et là, vous venez juste de comprendre le système acido-basique dont on vous parle tout le temps, mais on n'y comprend jamais rien. Quand on regarde comme ça devient tout de suite plus simple. Parce que ça, c'est la réalité chimique. Et si on regarde le tableau, vous verrez que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ici
un atome d'épinard, un atome de steak de bœuf. Ça n'existe pas. Ils sont tous composés de ça. C'est pour ça que si on revient à l'essentiel, on commence à comprendre les choses plus facilement. Moi, je ne suis pas chimiste, hein, comme vous. Hein. Donc, voilà, on va passer sur le tableau. Donc voilà, les matières, c'est ça, c'est la chair et les tissus, carbone, hydrogène, le soufre, le phosphore, les chlores, ce sont donc les non-métaux qui sont principalement acides, le sodium, le potassium, le calcium, le cuivre, les métaux alcalins. Donc tout ça sont des métaux, et puis vous avez le fer, le manganèse, le zinc et les autres métaux. Voilà, donc les non-métaux acides, quand c'est rouge c'est acide, quand c'est rose, ben, c'est un petit peu acide. Là, c'est les alcalins, rappelez-vous, parce que c'est des métaux qui sont souvent corrosifs quand ils sont purs. C'est pour ça que le calcium, dans la nature, il n'existe pas pur. Il est toujours associé au soufre. Donc le calcium, il est impliqué partout dans votre corps. Il est dans toutes les cellules. Le cerveau, la thyroïde, le pancréas, les surrénales, les ovaires, les testicules, le blanc de l'œil, le placenta, les cordes vocales, plus les neurones. Les membranes de certains nerfs, qu'on appelle les cellules gliales, qui entourent tous les nerfs. Vous avez dans le cerveau plus de cellules gliales que de neurones. Quelqu'un a entendu parler des cellules gliales aujourd'hui? Non. On n'en parle jamais. Et pourtant, des cellules gliales, il y en a 6 fois plus que de neurones dans le cerveau. Et les cellules gliales, ça fonctionne avec quoi? Avec du calcium. Oui, mais elle est vétérinaire, elle triche. Donc, ça fonctionne avec du calcium. Et le calcium a une fonction qui est ignorée. Vous entendez tous que le fer transporte l'oxygène dans le sang et qui va alimenter les organes, mais en fait, dans les tissus blancs, tous les tissus blancs qu'on voit ici, ils sont oxygénés par le calcium. C'est le calcium qui transporte l'oxygène dans tous les tissus blancs. Et ben, ça c'est important parce que vous comprenez que si vous avez des désordres de calcium, par exemple, un désordre de calcium dans le cerveau, toutes les maladies des vieux, on voit bien qu'ils ont tous des problèmes osseux, etc., ben, si on cherche un peu, il y a un lien avec le calcium. Manque d'oxygène dans le cerveau, évidemment, ça ne fait pas du bien. Donc, ça fait marrer la mine. Alors, comment on alimente le corps? Tous les organes fonctionnent avec le calcium, le pancréas aussi. Il y a une fonction qui est très méconnue du pancréas, c'est que le calcium alimente le pancréas, et sur le pancréas, on a ce qu'on appelle des îlots de Langerhans. Ces îlots-là, ils fabriquent des hormones, notamment l'insuline. Calcium a aussi une fonction de fabriquer de l'insuline dans le pancréas. Personne n'a fait le lien aujourd'hui, bizarrement, avec le diabète. Ça vous expliquera pourquoi quand les gens ont du diabète, qui boivent de la pulpe, parce que évidemment tout ça, il y a un lien avec la pulpe, hein, c'est pas du hasard, parce que la pulpe elle contient tous les éléments. Et forcément, les gens ils vont mieux, pourquoi? Parce qu'ils apportent du calcium et du soufre. Parce que le soufre, c'est la vie. Pour info, le soufre, il est à l'origine de la fabrication de la coquille d'œuf. Vous avez une info mondiale, personne ne la connaît. Personne n'avait jamais étudié la fabrication de la coquille d'œuf. Donc vous avez l'oxygénation de tous les tissus blancs, la thyroïde, les surrénales, le placenta, les ovaires, les testicules, etc. Donc on vient de le voir, la mission biologique du calcium, c'est de transporter l'oxygène. La sclérotique, la membrane de l'œil, par exemple, elle est oxygénée par le calcium, et l'état de vos yeux est conditionné, puisque la sclérotique de l'œil va fonctionner avec du calcium. Donc l'état de vos yeux va être conditionné aussi avec le calcium, et si vous avez des désordres, ben ça viendra là aussi. Les diabétiques, très souvent, ont des problèmes et deviennent aveugles. Ben, j'ai rien dit. Hein. Donc le calcium, il intervient dans le sang, parce qu'il intervient avec le soufre aussi dans la fabrication des os. Il me reste 2 minutes, c'est vrai? D'accord. Bon, ben alors, on va avancer. Alors, le calcium, il est distribué dans votre corps par le squelette, hein, qui stocke quand vous mangez et qui distribue aux organes quand ils en ont besoin. Et ben là, du coup, je vais un peu parler parce que je ne vais pas montrer, bon, c'est pas grave. Donc, on va passer à l'albumine directement, pardon. Ceux qui s'intéressent, ben, on parlera de ça une autre fois, peut-être plus en détail.
L'albumine, vous ferez la similitude avec la pulpe. L'albumine, c'est une molécule qui contient beaucoup de soufre. Et Pascal dit souvent que la pulpe d'aloe vera va hydrater 6 fois plus votre peau. L'albumine, elle a une particularité, c'est qu'elle peut agglomérer jusqu'à 36 fois son volume en eau. Et ça, vous savez grâce à quoi? Par exemple, pourquoi on ne tombe pas comme une flaque d'eau, puisqu'on est tous faits de 70 à 60% d'eau? C'est grâce à l'albumine et c'est grâce au soufre. C'est le soufre qui permet à l'albumine de pouvoir agglomérer son volume en eau. Et c'est le soufre qui vous permet de vous tenir debout. Donc le calcium, le soufre, dans la santé, c'est... En arrière, voilà. Voilà, ça intervient dans toute pathologie, pancréas, thyroïde, système hormonal, métabolisme osseux, peau, orange, d'échange, etc. Donc, j'ai 2 minutes? Oui, 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 oui. Continue. Oui, c'est super, continue, Régis. Donc, le manganèse fait fonctionner vos glandes surrénales, ça c'est important. Quand on a des crises émotionnelles, qu'est-ce qui se passe? Quand on a des chocs ou des stress chroniques, comment on va amener des désordres de calcium? Par le stress, très souvent. Et comment? Parce que les glandes surrénales, ça a été étudié en 1973 par un biologiste américain qui a eu le prix Nobel. Donc on le sait depuis 1973. En France, a priori, il y a pas mal de gens qui l'ignorent, surtout les médecins. Oui, c'est bizarre. Le manganèse fait fonctionner, a un lien avec tout le système hormonal. Et donc, le système osseux, pour se construire, a besoin de manganèse. Et il a besoin d'acide chlorhydrique pour se déconstruire. Donc, pour aller alimenter vos organes en calcium, on a besoin d'acide chlorhydrique et on a besoin aussi de soufre. Quand vous avez des crises émotionnelles, qu'est-ce qui se passe? Les glandes surrénales vont gérer les hormones qui vont répondre au stress, et pour ça, elles ont besoin de manganèse. Elles vont aller le chercher dans les os. En allant le chercher dans les os, elles vont creuser l'os. Si vous avez des carences de manganèse, on va libérer beaucoup de calcium et beaucoup d'autres minéraux, parce que quand vous creusez, c'est comme quand vous ouvrez la porte du frigo pour aller chercher la tablette de chocolat qui est au fond, vous videz tout le frigo. Là, c'est pareil. Et donc, à force, vous allez vider le manganèse, et puis vous allez créer des désordres de calcium, parce qu'il y a un grand flux de calcium qui va arriver dans le corps et qui va désorganiser tout le reste. Et les maladies arrivent comme ça. Donc, le manganèse, le soufre et le calcium sont les clés de la santé. Il y a tout ça dans la pulpe, en grand partie. Par exemple, les plantes ne peuvent pas développer leurs racines sans manganèse. Il n'y a pas de photosynthèse sans manganèse. Et la nature est bien faite. Et donc, les glandes surrénales ont besoin de manganèse pour fonctionner. Et donc, si vous apportez à votre corps du manganèse, du calcium, du soufre en permanence, normalement, vous allez rester en bonne santé. Ça explique pourquoi les gens qui en boivent de la pulpe sont toujours en bonne santé. Je vais vous donner une petite astuce pour ceux qui boivent de la pulpe régulièrement. On a besoin de sodium aussi. Et d'ailleurs, le sodium, il y a des gens qui font des régimes sans sel. Il faut savoir que le sodium, c'est ce qui va permettre le réglage du potassium à travers la rate et qui va à son tour permettre de régler le calcium en fonction du taux de potassium qu'on a dans le sang. Tout ça, ça fonctionne ensemble et c'est au millimètre. Quand vous prenez une pincée de sel, vous allez faire un réglage alcalin de tout votre corps. Si vous buvez un petit peu d'eau derrière, l'eau étant un acide, elle va l'équilibrer. Et quand vous allez donc faire un réglage alcalin de tout votre corps, et quand vous allez boire la pulpe derrière, vous allez potentialiser les résultats. Faites-le, parce que tous ceux qui boivent de la pulpe, évidemment, si vous êtes en bonne santé, vous ne verrez pas forcément la différence, mais si vous avez des gens qui ont des problèmes, faites-le, et faites-moi des retours là-dessus, parce que ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'en ai déjà, mais faites ça. Petite pincée de sel, vous laissez fondre sur la bouche, parce que la nature est bien faite, vous avez des capteurs sur la langue qui sont faits pour ça. Vous laissez fondre, vous buvez de l'eau, et 10 minutes après, vous buvez votre pulpe. Wow, merci. Génial, génial, génial. On peut l'applaudir très très fort, c'est une...